Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on aurait dû avoir un One Piece totalement différent. C'est simple, imaginez un Zoro Roronoa sous les ordres de Baggy le clown, une Nami cyborg découpant des Mihawks avec une hache qui pèse 3 fois son poids, ou encore un Luffy avec un chapeau de paille lui venant tout droit des mains de son grand-père, le pirate légendaire Garp. Bref, ce sont quelques idées qui sont sorties de l'esprit loufoque du créateur de One Piece que je vais vous présenter ici dans le détail. Accrochez-vous bien à votre siège car un coup de burst ultra violent se prépare, nous permettant de nous rendre directement dans une île affiliée au Ludoverse qui nous permettra d'accoster sur cette île légendaire, nous permettant de découvrir les secrets de ce qu'aurait dû être One Piece. On n'est pas passé loin de mourir les gars, mais attendez, qu'est-ce que je vois au loin ? Le grand sabreur Zoro, le chasseur de pirates, sous les ordres de Baggy le clown. En effet, Eiichiro Oda a eu cette idée au début de la réalisation de One Piece. Il a révélé que notre très cher Zoro aurait dû être le bras droit d'un des ennemis les plus iconiques du chapeau de paille. Dans cette illustration visible du tome 3 de One Piece, on peut même voir Zoro aux côtés d'autres membres bien connus de l'équipage de Baggy. Morge, le dresseur de fauves, son lion pas si fidèle que ça, Richie, Kabaji, l'acropate, et Hachi, le messager. Hachi le messager d'ailleurs, c'est un oiseau voyageur qui n'a jamais vu le jour dans les pages de One Piece, et sa mission c'était tout simplement de transporter des messages aux membres de l'équipage de Baggy. On peut supposer qu'ils étaient dispersés aux 4 coins du monde. Mais bref, imaginez si Zoro avait été un adversaire sanguinaire de Luffy. One Piece aurait pris une tournure totalement différente et nous aurait privé des plus gros combats de ce manga. Et pire encore, peut-être qu'aujourd'hui, personne ne se rappellerait de Zoro. Et qu'il serait à l'image des officiers de Baggy, une grosse bouse. Oda, merci de l'avoir mis dans l'équipage de Luffy, on est passé à ça du désastre, à ça. Et d'ailleurs, en parlant de Baggy, niveau apparence d'origine, on peut dire qu'il a eu un sacré glow-up. Regardez à quoi il ressemblait avant, un clown ultra creepy. Oui, je vous les avais balancé un petit accent légendaire. Nous faisant penser au clown prince du crime de Gotham, le Joker. Regardez sa tête, mais regardez sa tête. En plus de ça, son gros nez rouge n'était pas présent et il ne s'appelait pas Baggy comme aujourd'hui, mais Boogie. Cependant, Oda, qui est bien entendu à la recherche d'originalité, a décidé de changer son prénom en Baggy, car le nom Boogie était malheureusement déjà pris par un autre personnage fictif. On peut supposer qu'il faisait référence à la fameuse créature présente dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, film réalisé par Tim Burton, vous le connaissez bien, j'en suis sûr. Étant donné qu'Eiichiro Sensei est un énorme fan de Disney, ce ne serait pas étonnant qu'il ait changé le nom pour cette raison. En tout cas, heureusement que notre Baggy international a fait un peu de chirurgie esthétique et qu'il est passé dans le service du docteur Oda, sinon l'énergie dégagée par l'un de nos pirates préférés n'aurait pas du tout été la même. Et en parlant d'aura gargantuesque similaire et de loin au futur roi des pirates Baggy, on ne peut que penser à son ancien camarade, son rival, celui qui l'aurait a priori trahi, Shanks le Roux, l'un des pirates les plus redoutables du Nouveau Monde. C'est le genre de mec qui est prêt à donner son chapeau fétiche et sacrifier son bras sans hésiter une seule seconde pour transmettre sa volonté au futur de la piraterie. Enfin bon, au début, il n'était pas vraiment comme ça le petit frère. Sacrifier son bras droit, très peu pour lui. Et non, je ne vais pas faire référence à cette énorme erreur dans l'animé où on pouvait le voir avec ses 2 bras, mais plutôt au fait qu'Oda, originellement, ne comptait même pas lui faire perdre un membre. Cette idée-là, on la doit à son éditeur de l'époque qui lui a suggéré d'ajouter le sacrifice du bras afin de mettre un peu plus de piment à la scène de sauvetage de Luffy face au monstre marin. On peut le dire, son éditeur est sadique, mais qu'est-ce que ça a été efficace. Cette action a rajouté du poids au lien indéfectible qui existe entre Luffy et Shanks, qui s'est construit autour de la passation du chapeau de paille et du sang qui a coulé ce jour-là. Mais on ne peut que penser à un monde parallèle où Shanks aurait encore ses 2 bras et roulerait sur l'entièreté des institutions de One Piece, Shichibukai, Marine ou encore les autres Yonko. On va peut-être même se tourner vers les Yonko, on va en parler rapidement. Ce sont, dans le manga One Piece, si vous ne les connaissez pas, bien que j'en doute fort, car actuellement ils sont en train de tout péter, on les appelle les 4 empereurs. Là-dedans vous pouvez retrouver notamment Kaido, Big Mom, Shanks le Roux et bien entendu notre ennemi légendaire, Barbe Noire. Ces pirates, considérés comme étant les plus puissants du monde, ont toujours été imaginés comme étant les antagonistes principaux de One Piece. Sauf que notre bon Eiichiro Oda, qui a, je le rappelle, toujours son cerveau en ébullition, a eu une petite idée à un moment, celle des Shichibukai, aussi appelés les 7 grands corsaires. Je suis sûr que vous les connaissez très bien, mais on va faire un petit rappel, car ces derniers sont dans l'œuvre des pirates qui ont passé un contrat avec le gouvernement mondial, leur permettant d'avoir plus de liberté dans leurs crimes de pirates qu'ils commettent en échange de services à rendre au gouvernement. Et Oda a trouvé cette idée tellement cool, le fait d'avoir des pirates sous les ordres du gouvernement, qu'il lui semblait extrêmement dommageable de ne pas introduire ces pirates légendaires dans son histoire. Et pour le choix du nombre de membres qui composeraient cette équipe, si on peut l'appeler comme ça, il a aussi pas mal réfléchi. Shishi de Shichibukai, voulant dire 7 en français,
Il a pensé, bien entendu avant, à Gobukai ou encore à Nibukai, mais ça ne sonnait pas à son sens aussi bien que Shishibukai, comme vous avez pu l'entendre grâce à ma douce et magnifique voix de podcasteur extrêmement talentueux. Il s'est donc retrouvé à choisir ce nom plutôt qu'un autre et à créer 7 nouveaux antagonistes avec une énorme importance dans quasiment chacun des arcs de son aventure. Pour bien comprendre comment ce changement est important, il suffit de se tourner vers une des interviews d'Oda dans laquelle il disait que la raison principale pour laquelle One Piece est aussi long est tout simplement les Shishibukai. Si les 7 capitaines corsaires n'avaient jamais existé, One Piece se serait terminé beaucoup plus rapidement. Je dirais même plus, Oda aurait peut-être même respecté le planning qui s'était fixé de base, c'est-à-dire, accrochez-vous bien, finir One Piece en 5 ans. Quand on y pense aujourd'hui, ça paraît tellement surréaliste, car cela aurait voulu dire que One Piece se serait terminé en 2002, soit vers l'arc d'Alabasta. Donc en termes de manga, comme vous pouvez le voir, on peut jeter ça, et peut-être encore ça. Et donc voilà, vous voyez, One Piece aurait été ultra court. Ça aurait été même plus court que la première partie de Naruto qui était en 26-27 tomes. Et puis si vous voulez plus de détails concernant son plan, lors de la première année de publication, l'équipage de Luffy aurait été formé au complet. Lors des 3 années qui auraient suivi, eh bien on aurait été aux côtés de Luffy lors de sa grande aventure. Et l'arc final qui aurait clôturé le manga aurait duré seulement 1 an. Oui, on peut le dire, pour suivre son agenda, Eiichiro Oda est loin d'être le GOAT pour le coup. Et imaginez simplement si on n'avait pas eu les Shishibukai. On aurait dit au revoir aux personnages les plus charismatiques de One Piece. Adios Crocodile, Doflamingo ou encore Mihawk, bordel. Oda, je t'en supplie, continue de tout inclure parce que vraiment, sans ça, le manga n'aurait pas la même saveur. Même si certains seraient capables de se plaindre de la longueur de ce dernier, moi j'en ai rien à faire. Il faut qu'il continue comme ça. Quant au côté de la justice que l'on a abordé plus tôt, défini non pas par le sens de la liberté des pirates, mais par des hommes en uniforme blanc que sont la marine, leur outfit aurait dû être totalement différent. Niveau style, Oda avait pensé originellement à leur conférer des costumes non pas blancs, signe de pureté, mais noirs, afin de tendre plus vers un côté mafieux. Imaginez des Garp, Aokiji ou encore des Colonel Smoker habillés en mode Capone BG. Ils auraient été d'autant plus charismatiques et imaginez s'ils avaient dit à l'image du parrain, je vais vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Bon, vous avez compris, ça aurait été très stylé, n'est-ce pas? Mais en même temps, avoir des marines en tenue noire aurait renvoyé un message un peu trop clair. Le gouvernement mondial n'est pas forcément là pour aider la veuve et l'orphelin. Sachant qu'en plus, Oda voulait les dessiner avec des visages très durs qui ne les auraient pas rendus très sympathiques. Une armée d'Akainu en somme. Autant vous dire qu'on aurait compris dès le début qui auraient été les vrais méchants. Néanmoins, il semblerait que le concept soit quand même resté dans la tête d'Oda pendant pas mal d'années. On peut même penser qu'il a réinventé et utilisé ce concept pour créer le groupe d'assassins spéciaux du gouvernement mondial appelé C4-9 ou CP9. Vous connaissez aussi, je pense très bien, grâce à leur représentant principal, Rob Lucci. Mais bon, Oda n'a jamais confirmé cette info, on ne peut que rester dans la spéculation. Embarquons à nouveau dans le navire des chapeaux de paille, on parlait plutôt de Zoro et du fait que ce dernier n'aurait jamais dû être un Mugiwara. Eh bien, figurez-vous qu'un autre membre de l'équipage actuel aurait dû ne jamais se retrouver aux côtés de Luffy. Et ce perso, eh bien, c'est l'archéologue de l'équipage, Nico Robin. Comme l'atteste l'un des premiers sketchs dessinés par Oda, représentant l'équipage de Luffy dans son entièreté, on remarque que Robin n'est même pas dessus. En effet, un homme aurait dû se retrouver à la place de Robin et n'aurait eu aucun lien de près ou de loin avec l'archéologie. Ce Mugiwara inconnu aurait dû être un amoureux de plantes, une sorte de botaniste si vous préférez. Et au final, c'est Usopp qui a récupéré cette caractéristique lors de la fameuse ellipse de 2 ans. On peut se demander comment les mystères du monde auraient pu être découverts. Si l'équipage n'avait pas du tout eu d'archéologue comme Robin, eh bien il leur aurait été impossible de pouvoir lire les poneglyphes et d'avoir une chance de trouver le One Piece. Gros mystère pour le coup, peut-être qu'Oda a pris la bonne décision en ramenant Robin. Et je pense que les fans de Robin Shuan seront d'accord avec moi. On va quand même continuer de décortiquer cette illustration parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette version de l'équipage de Luffy. Pour Usopp, son design était bien différent et son rôle aussi. On peut remarquer qu'il avait clairement une dégaine de capitaine et on n'est pas loin de la vérité, étant donné que ce dernier aurait dû être le vice-capitaine de l'équipage. God damn it, si cette idée avait été conservée, je n'aurais pas parié un seul berry sur l'équipage de Luffy. Visualisez juste Usopp en vice-capitaine et même avec cette dégaine, moi j'ai aucune confiance. À chaque bataille où Luffy est absent ou dans le coma, on aurait eu un Usopp qui aurait pris les rênes et qui aurait dit « Les gars on fuit, les gars on la cause pas sur cette île, elle fait peur, ah !» Franchement niveau courage, ça aurait pas été le top du top. Nami, la navigatrice, aurait elle aussi été bien différente. Par contre, ce n'est pas sur cette illustration qu'on va bien pouvoir le voir, mais sur ces deux-là.
Bon, celle de gauche est sympa mais sans plus, alors que celle de droite, admirez ce flow. Comme vous le voyez, on est passé à ça d'avoir une Nami cyborg se battant avec une hache gigantesque. En effet, rien qu'avec cette image, on peut se dire que Full Metal Nami, à l'aide de ses automails développés par la petite Winry, aurait eu la force nécessaire pour soulever cette hache qui doit peser une tonne et se déplacer avec grâce à son pied droit mécanique bien sûr. Bon, si vous n'avez pas les refs, là je parlais d'un manga qui s'appelle Full Metal Alchemist, un classique à lire à tout prix. Il est incroyable, allez lire ça très très vite. Mais pour revenir à Nami, en combat reproché avec un tel design, on peut se dire que la Nami actuelle n'aurait pas fait long feu. Et d'autres grands pirates non plus n'auraient pas pu faire le poids une seule seconde. Alors qu'aujourd'hui, elle balance juste des petits nuages tout mignons sur ses adversaires. Bon, j'exagère, mais on a quand même été floué. Chopper, le médecin de l'équipage, a quant à lui rien à voir, mais rien à voir avec son carry design d'origine. Oubliez la petite boule de poil toute mignonne. Chopper devait être un sabreur, comme l'atteste le sabre qu'il porte aux côtés de ses autres coéquipiers. On aurait été face à un Ren humanoïde beaucoup plus réaliste, qui aurait pu s'entraîner avec son grand frère Zoro pour parfaire ses techniques au sabre. Mais bon, ce concept est tombé à l'eau. Et ce n'est pas le seul. Là où ce Chopper était, on peut le dire, assez classe, le second auquel a pensé Oda n'avait ici aucun capital sympathie. On dirait un Ren qui est en pleine crise de la quarantaine. Gros fumeur en plus, il s'allume régulièrement des petites cigarettes, et je peux vous le dire, c'est Sanji qui aurait été content. Il aurait eu un partenaire pour fumer. Et en vérité, avec une telle dégaine, impossible qu'il tombe à court de clope. Je suis sûr à 100% que la cale du Mary ou du Sunny aurait été remplie à ras-bord de ces produits toxiques, au lieu d'avoir des tonnes de médicaments comme prévu par un médecin de bord. Non mais observez-le 2 secondes, je ne sais pas quel âge voulait lui donner Oda, mais il ressemble à un quarantenaire en pleine dépression. Et en vérité, là je suis en train d'émettre une hypothèse, mais j'ai peut-être même pas besoin, étant donné qu'Oda voulait faire de ce Chopper un addict au jeu. Chopper aka les 7 péchés capitaux réunis au sein d'un seul membre de l'équipage de Luffy. Et vous voulez savoir ce qui a poussé Oda à changer son apparence? Eh bien c'est la raison suivante, il se fondait beaucoup trop parmi les autres chapeaux de paille, et c'est pour ça qu'il l'a rendu donc beaucoup plus mignon et distinctif. Et c'est un bon choix d'avoir changé son chara design, à vous de me le dire en commentaire. Sanji, le chef cuisinier et le maître des armes à feu de l'équipage? Oui, vous avez bien entendu. Oubliez ces délires d'attaque en mode collier, épaule, poitrine, etc. La jambe noire n'aurait jamais dû porter ce nom et être tout simplement un pro des armes à feu. Un Sanji donc beaucoup plus meurtrier et sanguinolent, on peut le dire. À l'image peut-être même d'un Ben Beckman, second de Shanks le Roux. Au vu du personnage qu'on nous a présenté depuis plus de 20 ans, on ne peut que difficilement imaginer Sanji utiliser des guns plutôt que ses jambes pour se battre. Et d'ailleurs je vous dis Sanji, mais de base, le prince Vinsmoke ne devait même pas s'appeler comme ça. Son nom d'origine était, accrochez-vous bien, Naruto. Et oui, Sanji devait porter le nom du célèbre manga de Masashi Kishimoto, et c'est justement à cause de la sortie du premier chapitre de cette nouvelle série qu'Oda a décidé à l'époque d'abandonner l'idée. Cela aurait fait trop doublon avec cette nouvelle œuvre qui commençait son épopée, et heureusement qu'il a fait ce choix au vu de ce que représente Naruto aujourd'hui. Brook le musicien était lui aussi prévu depuis longtemps et était là aussi un squelette vivant. Mais sa coupe afro légendaire ne faisait pas encore partie des plans d'Oda. Il aurait dû porter entre autres un chapeau qui ressemble à s'y méprendre à celui de Feu, son ancien capitaine Yorkie. On ne t'oubliera pas, la boune t'attend toujours. Et d'autres designs avaient aussi été réalisés par Oda où on pouvait voir un Brook beaucoup plus menaçant, sans cheveux ou encore avec des rouflaquettes. Oui, moi je suis d'avis pour dire que les rouflaquettes font beaucoup plus peur que son design de squelette extrêmement effrayant. Bref, c'est plus au niveau du carré design que l'obsédé des sous-vêtements a le plus changé. Et pour Jinbei, le pro-chevalier des mers et timonier de l'équipage au chapeau de paille, le temps lui a permis d'avoir un sacré glow-up. Ce dernier, au-delà de n'avoir quasiment aucun flow, devait être un antagoniste. En effet, c'est lui qui aurait dû tirer les ficelles des actions commises par son ami d'enfance Arlong, qui je vous le rappelle a torturé la pauvre petite Nami pendant des années et des années, en tuant notamment sa mère. Mais bon, on ne va pas rouvrir des plaies, revenons aux hommes poissons parce qu'ils devaient notamment apparaître bien plus tôt dans le manga, au chapitre 3 pour être précis. Mais c'est l'éditeur d'Oda qui l'a retenu et l'a poussé à les introduire bien plus tard, soit dans l'arc d'Arlong Park. Pour revenir au Paladin des mers, même sa personnalité a été grandement modifiée. Il devait avoir un caractère impétueux, il n'aurait pas été du tout étranger aux crises de colère soudaines, très caractéristique qui irait parfaitement à un chef de la mafia. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On comprend donc d'autant plus pourquoi sur ses anciens chara design, il a une apparence aussi menaçante. Et d'ailleurs, Jinbei, à l'image de Naruto, Sanji aurait eu un nom bien différent. On l'aurait appelé Saigo et il aurait été, avant d'être dans l'équipage, accrochez-vous bien, un ami de longue date de notre sabre préféré, Zoro Roronoa.
décidément, le King est partout. Bon, concernant Franky, on va pas s'attarder très longtemps dessus, car il n'y a pas grand chose à dire. On sait juste qu'il a remplacé un autre personnage pour être le charpentier des chapeaux de paille, mais sinon, rien. Oda dévoilera sûrement de nouvelles informations dans les années à venir, quand son manga sera terminé, ou dans un autre recueil, je ne sais quoi, bref. On passe. Et vu qu'on a fait un petit peu le tour des chapeaux de paille actuels, on va s'intéresser quand même à ceux qui ont fait partie de l'aventure mais qui ont dû quitter le navire bien trop tôt parce qu'ils auraient dû avoir un destin totalement différent. Et quand je dis quitter le navire, c'est au final le navire lui-même qui a quitté l'équipage. Oui, messieurs, dames, je parle bien entendu de leur premier bateau, le Vogue Mary. Pas d'inquiétude, le Mary était bel et bien le voilier des chapeaux de paille prévu depuis le début. C'est lui qui les a fait naviguer des mers d'East-Blue jusqu'à Grand Line avant de trouver sa fin juste après leur affrontement légendaire contre le CP9. Je parlais d'eux d'ailleurs un peu plus tôt. On s'en souvient bien, on a tous été extrêmement touchés par la perte d'un des plus vieux compagnons de Luffy et pourtant on aurait pu éviter les larmes. What? Le Mary devait être avec Luffy jusqu'au bout de ses aventures, mais Oda a décidé de changer de plan en voyant que les différents navires qui apparaissaient dans son histoire devenaient de plus en plus puissants, résistants, imposants, etc. Pour faire en sorte que les chapeaux de paille puissent rivaliser avec ces derniers, il leur fallait donc un moyen de transport beaucoup plus imposant et résistant que cette simple caravelle, qui, bien que courageuse et vaillante, ne pouvait pas faire le poids très longtemps contre les marines et autres pirates. Leur vaisseau actuel, le Thousand Sunny, aurait donc très bien pu ne jamais voir le jour, mais cela nous aurait retiré une des intrigues les plus prenantes de One Piece, encore une fois dans l'arc Water 7, qui a failli faire s'éclater les chapeaux de paille et leur faire perdre l'un de leurs plus anciens membres, Usopp. Et je pense que vous vous rappelez de Nefertari Vivi, la princesse d'Alabasta, et bien la sauveuse de son royaume aurait pu tout simplement ne pas en avoir du tout, et n'être qu'un énième personnage de passage dans le parcours des chapeaux de paille. Oda avait déjà l'arc d'Alabasta en tête, mais la fameuse Miss Wednesday devait être et rester un ennemi de Luffy. Sauf que lorsqu'Oda a dessiné Miss Wednesday cheveux détachés, il s'est dit « Mais elle ressemble beaucoup à une princesse là, non ?» Et le tour était joué, Vivi a donc été construite comme étant une princesse infiltrant l'organisation secrète appelée Baroque Works afin de la détruire de l'intérieur. Baroque Works qui était sous les ordres de Crocodile, l'un des 7 capitaines corsaires et un des ennemis les plus puissants de Luffy. Ce qui a offert un sacré plot twist au début de One Piece et un nouveau chapeau de paille pendant plus d'une centaine de chapitres. Franchement, certaines des intrigues les plus intéressantes de One Piece se jouent vraiment à rien du tout. Et ce n'est pas la seule d'ailleurs, éloignons-nous un petit peu des Straw Hats pour nous intéresser à un groupe un peu différent de la nouvelle génération qui a su causer des choses terribles dans le monde de One Piece. Et en plus ces derniers, ils ont été ajoutés quelques jours avant la sortie du chapitre dans lequel ils apparaissent. On peut dire que c'est un choix de dernière minute. Et si je vous dis Trafalgar Law, Eustache Kid ou encore J. Whirly Bonny, je pense que là dans votre tête, ça ne fait qu'un tour. Eh bien oui, les 11 Supernovas, aussi appelés la génération terrible, n'étaient pas du tout dans les papiers d'Oda. Petit rappel, cette génération terrible est un groupe informel de nouveaux venus qui ont commencé à briller grâce aux actions qu'ils ont réalisées sur Grand Line. Et tout ça au même moment que Luffy, Zoro et son équipage. Ils ont été introduits la première fois dans l'arc des Sabaody, dans lequel les chapeaux de paille se sont retrouvés écrasés par l'amiral Kizaru, Sentomaru et des pacifistas, avant de se retrouver dans un moment extrêmement déchirant, dispersés aux 4 coins du monde. C'est encore une fois un des éditeurs d'Oda qui a suggéré qu'il faudrait ajouter autre chose à l'arc pour le rendre plus intéressant, et c'est là qu'Eiichiro a eu l'idée de créer pas un, ni 2, mais 9 nouveaux personnages et le concept des supernovas. Calme-toi Oda, tiens, tu te rajoutes du taf, mais ça fait tellement kiffer. Et vu l'importance qu'ils ont eu lors de toute la seconde partie de One Piece, on imagine mal le nouveau monde sans eux. Des arcs comme Dressrosa, Whole Cake Island ou Wano Kuni n'auraient pas du tout eu la même saveur. Enfin, depuis tout à l'heure, on reste sur les idées qui ont été ajoutées ou supprimées à la dernière minute dans l'œuvre de One Piece, mais il existe un one-shot entier et un anime alternatif qui nous montre ce qu'aurait pu vraiment être One Piece. C'est ce qu'on peut appeler les prémices de l'œuvre d'Oda, que ce soit en manga ou en animé. Parce que oui, on n'était même pas censé suivre l'histoire d'un petit gars qui souhaitait devenir le roi des pirates, et en plus le manga One Piece ne devait même pas s'appeler comme ça. Romance Down, à l'aube d'une grande aventure. Romance Down, c'était le nom d'origine de One Piece. En effet, avant la sortie du premier chapitre en 1997, Eiichiro Oda a sorti en tout et pour tout 2 one-shots sur cet univers de pirates. C'est ces 2 premières versions qui donneront plus tard naissance au One Piece tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour la petite info, le nom Romance Down a été conservé comme nom du premier chapitre de One Piece. Et donc dans la première version en août 96, il n'y avait, comme je vous l'ai dit précédemment, pas de mention du trésor légendaire One Piece. On y retrouve bien Luffy qui dans cet univers ne veut pas devenir le roi des pirates mais un Peacemain. Et ces 10 Peacemain sont un type de pirate qui part à l'aventure et qui lutte contre d'autres pirates prénommés les Morganiens. À la différence des premiers, ce sont des pirates extrêmement violents qui pillent, saccagent quel que soit l'endroit où ils se rendent. On peut grossièrement caricaturer tout ça en disant que les 2 groupes se font la guerre. Et le rêve de devenir Peacemain de Luffy lui est venu grâce à un de ces pirates qu'il a rencontré dans son enfance, appelé, je vous le donne en mille,
Shanks, le roux. Concernant les origines de leur rencontre, on est sur du quasi copier-coller. Luffy mange le fruit, devient élastique, Shanks le sauve, perd un bras, etc. Excepté que Luffy n'a pas la cicatrice iconique qu'il s'est fait sous l'œil pour prouver à Shanks qu'il est courageux. Et aussi dans ce one-shot, on connaît la provenance des fruits du démon. Ces derniers viennent d'un arbre magique qui donne des fruits tous les 50 ans. L'arbre des illusions. Même si l'idée de l'arbre n'a pas été reprise en One Piece, on doute qu'il en sera fait mention à un moment ou à un autre, parce que bon, qui dit fruit dit forcément arbre, ou que sais-je, ou peut-être ça sort du sol, enfin vous avez compris l'idée. Pour revenir à Luffy, dans ses aventures qui se déroulent dans le présent, il collecte les drapeaux des Morgana qu'il a affrontés et les affiche à la vue de tous pour montrer quel pirate il a battu. Et dans cette version 1, il affronte un Morgana du nom de Gary et fait la rencontre de ce qui semble être une ancienne version de Nami appelée Silk. On a même une énorme ellipse à la toute fin dans laquelle on retrouve Luffy adulte avec des petits poils sur son visage montrant que c'est devenu un homme, et à ses côtés un équipage bien différent dans lequel on retrouve notamment la Nami Bis et le pirate qu'il a battu, Gary. Comme vous avez pu le voir, même si les bases du One Piece telles qu'on les connaît sont présentes, on reste loin de ce qu'on a actuellement. Sans compter le fait que je ne vous ai pas parlé de ce qui semble être l'ancêtre du concept des 4 empereurs, les Best Three. C'est Gary qui évoque ce groupe en les caractérisant comme étant les 3 plus grands pirates que ce monde ait porté. Et quand j'ai lu ça, je vous avoue que ça m'a fait penser direct aux 3 sanin légendaires de Konoha, composés du maître de Naruto, Jiraiya, du maître de Sasuke, Orochimaru, et du maître de Sakura, Tsunade. Et ça aurait peut-être fait doublon, même si le concept est plus vieux que leur introduction dans Naruto. Il est possible qu'Oda en ait changé le nom à cause de cela, mais ça reste encore une fois de la spéculation. Concernant Romance Down version 2, sortie quelques semaines plus tard, l'histoire ici a subi quelques changements. La présence des concepts de Peace Main et Morgana sont bien présents, et Luffy souhaite toujours en devenir un. Cependant, dans cette version, le rêve de Luffy ne lui vient pas de Shanks, qui n'est même pas dans le one-shot, mais de son grand-père. Même si ce dernier n'est pas nommé dans ces 45 pages, on se doute qu'Oda s'est basé sur sa personnalité et son design pour créer la version finale de Monkey D. Garp. Dans Romance Down 2, donc, le vice-amiral de la marine, capable d'exploser des îles grâce à ses coups de poing, est ici un pirate Peace Main. Et en plus d'être un brigand des mers, c'est lui qui a le rôle de Shanks dans cette œuvre. Il possède le chapeau de paille qu'il donnera plus tard à Luffy, et c'est lui qui l'inspire à devenir pirate. Ça n'est rien à comprendre quand on voit ce que Garp fait aujourd'hui dans le manga. Bref, quant au méchant, c'est bien entendu un pirate Morgana nommé Spiel the Hexagon, un utilisateur de magie noire, donc quelque chose d'un peu différent dans notre petit manga One Piece, encore une fois. Et heureusement que ce personnage n'a jamais été réutilisé dans l'œuvre de One Piece, parce que, encore une fois, regardez sa grosse tête, regardez comment il est dégueulasse. Voilà, faut pas juger sur l'apparence, mais là clairement le mec il a une tête de chaussette. On dirait qu'un troupeau d'éléphants lui est passé dessus carrément. Donc dans l'histoire, ce dernier décide de kidnapper Anne, une énième version de Nami, pour capturer son meilleur ami, un oiseau extrêmement rare avec qui elle a grandi. À la fin, vous vous en doutez, Luffy arrive à le battre et tout est bien qui finit bien. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les 2 premières versions du manga One Piece. Et comme vous avez pu le voir, le premier chapitre a bien évolué, comme un petit Salamèche qui serait devenu, avec le temps, un solide et légendaire Dracofeu. Mais bordel, imaginez juste 2 secondes, Garp avec le chapeau de paille et qu'il soit en plus le maître de Luffy. Il aurait eu vraiment toutes les casquettes, grand-père, maître, vocation, je sais pas quoi, enfin bref, vous connaissez un peu l'idée. Ou encore imaginez si Luffy avait recruté un pirate aussi ridicule que Gary. Ah mais vous avez vu sa dégaine, bon, je juge beaucoup sur le chara design depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a certains personnages, ça fait pas de mal qu'on les ait mis sur le côté. Parce qu'on est vraiment pas passé loin d'avoir un One Piece qui serait, si on peut le dire, un One Piece d'un tout autre univers. Et en parlant d'univers, figurez-vous qu'on aurait pu avoir quelque chose de bien différent en termes d'adaptation animée, avec une direction artistique qui n'aurait rien eu à voir avec ce que la Toei Animation nous a proposé depuis plus de 25 ans avec l'anime One Piece. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, en tant que fan de l'anime One Piece, nous mangeons Gucci avec l'arc de Wano, qui est en train de se conclure d'ailleurs, alors qu'avant, bon Dieu, qu'est-ce que c'était moche. C'est ce qui m'a empêché de suivre l'anime en même temps que le manga pendant très longtemps. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du premier animé totalement inconnu de One Piece, celui produit par le studio Production IG. C'est à Production IG qu'on doit les séries AQ, Psycho Pass ou encore Ghost in the Shell. Et c'est donc ce studio qui en 98 s'est occupé de produire un épisode spécial, un OVA, pour le Jump Super Anime Tour. Événement qui avait pour but de célébrer les 30 ans du magazine Shonen Jump, dans lequel est publié chaque semaine ou presque One Piece. Et de mettre en avant bien sûr de nouvelles séries du magazine. Et parmi elles, on retrouvait donc One Piece. Pour promouvoir le manga lors de ce rassemblement, ils ont décidé de créer un épisode spécial avec une histoire originale et inédite se nommant One Piece, vaincre le pirate Gonzack. Comme vous le voyez à l'écran, l'animation est bien différente de celle que nous avons eue dans les premiers épisodes de One Piece. Concernant les personnages, on pouvait en retrouver des bien connus, Luffy, Zoro et Nami, mais aussi de tout nouveaux créés pour l'occasion, dont Medaka, petite fille qui cherche à libérer son père des pirates qui ont pris en otage son village, et le fameux Gonzack, chef de ces 10 pirates qui se sert d'eux pour créer un navire de guerre extrêmement destructeur, comme l'atteste le gigantesque canon
que vous pouvez voir. Niveau chara-design, ce Gonzac est d'ailleurs bien cool avec son style crabesque. Oui, j'invente des mots. L'usage de ses armes lui permet de donner du fil à retordre au futur roi des pirates. Luffy perdra d'ailleurs une fois contre lui pour finalement le vaincre pendant que Zoro s'occupait de l'ensemble de ses sous-fifres et que Nami faisait du grand Nami, c'est-à-dire séduire, trahir pour au final aider Luffy à gagner. Même si en définitive Production IG ne s'est pas occupé de la sérialisation de One Piece, on a un avant-goût de ce que cela aurait pu donner s'il avait été décidé de leur laisser le bébé d'Oda à la place de la Toei. Sachant que je ne vais pas vous mentir, j'ai tendance à apprécier plus le style de cette OAV à l'animation à laquelle on a eu le droit avant l'arc de Wano dans One Piece. Avec tout ce que je vous ai dit, vous avez bien compris que One Piece aurait pu prendre des voies diamétralement différentes. C'est grâce au travail combiné d'Eiichiro Oda et de ses éditeurs qu'on a réussi à avoir le One Piece tel qu'on l'a aujourd'hui. Même si on peut regretter l'absence de Full Metal Nami, d'un Sanji qui utilise des guns pour se battre, ou encore un Colonel Morgan avec des bigoudis flamboyants. Bon, je rigole, mais il avait vraiment pensé à un moment, Oda, à lui rajouter des petits bigoudis pour avoir un style qui se rapprochait à celui d'Hermep, et heureusement, il a changé d'avis. Bien entendu, je ne suis revenu que sur les points et les informations les plus importantes à mon sens concernant ce qu'aurait pu ou ce qu'aurait dû être One Piece. Mais comme vous vous en doutez, il faudrait 15 vidéos pour parler de tout ce qu'il aurait pu être. Il y a donc encore énormément de choses à dire sur des personnages, des arcs ou des décisions qui ont été prises, comme notamment avec Ace, Barbe Noire ou encore les 7 grands corsaires. Mais si vous souhaitez avoir des vidéos dédiées sur certains personnages ou certains groupes de protagonistes ou antagonistes comme vous voulez, vous me le dites dans les commentaires. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Ludo du Ludoverse, abonnez-vous, commentez, etc. Ça permet de donner vachement de la force à la chaîne. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!